Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Inde et la gauche mondiale. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Pensez aussi à devenir membre YouTube, à soutenir sur Patreon ou à faire un petit don via le lien dans la description. Mais au minimum, regardez l'émission, aimez, partagez et commentez. Sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir notre invité de ce soir, Laith Marouf. Laith est un journaliste et analyste des médias palestino-libanais basé à Beyrouth, connu pour ses critiques acerbes de la politique étrangère occidentale, de l'occupation israélienne et de la désinformation médiatique. Il travaille activement sur les questions de droits numériques, de censure et de liberté d'expression, et s'est imposé comme une voix essentielle dans la documentation des interventions américaines et israéliennes à travers l'Asie occidentale. Israeli interventions across West Asia. Laith, welcome back to India and Global Left. Laith, bienvenue à nouveau dans l'Inde et la gauche mondiale. C'est un plaisir de te retrouver parmi nous. J'aimerais reprendre là où nous nous étions arrêtés la dernière fois, c'est-à-dire, si je ne me trompe pas, le 10 octobre, le jour où les dirigeants mondiaux, tant occidentaux qu'arabes, se sont rendus à Sharm el-Sheikh pour déclarer que la guerre à Gaza était terminée. En parallèle, en Palestine occupée, nous avons assisté à l'échange de captifs. Depuis, nous avons constaté de multiples violations de cette soi-disant première phase du cessez-le-feu, notamment des attaques israéliennes à l'intérieur de la ligne jaune, ainsi qu'une forte escalade de la violence des colons en Cisjordanie occupée. Comment décrirais-tu les développements depuis le 10 octobre, date de notre dernière conversation? Since October 10, when we spoke last time. Je veux dire, c'était prévisible. Tout ce qui s'est passé ensuite, pour quiconque a lu l'histoire de la région, ou les traités que l'Occident a signés au cours des 600 dernières années avec les peuples qu'il a tenté de coloniser. Il n'est pas surprenant que chaque mot dans n'importe quel document signé par les puissances occidentales signifie généralement le contraire. Donc, quand ils disent « cessez le feu », cela veut dire la poursuite du génocide par d'autres moyens, autres que le génocide pur et simple, tu vois, un génocide lent. Et nous avons aussi eu bien sûr le soi-disant cessez-le-feu au Liban, qui durait depuis presque un an avant que le cessez-le-feu ne soit déclaré à Gaza. Before the ceasefire was called in Gaza, and we had an example of what does that mean. Et nous avons eu un exemple de ce que cela signifie, la poursuite des massacres, l'interdiction de la reconstruction et le déplacement continu du peuple libanais autochtone. Aujourd'hui, nous voyons la même chose se produire à Gaza. Ce n'est donc pas une grande surprise. Le sommet que nous avons vu à Sharm el-Sheikh a été le premier moment depuis 100 ans où tous les vassaux arabes et musulmans se sont sentis suffisamment en sécurité pour sortir et baiser les pieds de leurs maîtres impériaux, soutenant ouvertement la suprématie juive et la colonisation de la Palestine sans crainte. Pendant 100 ans auparavant, il y avait toujours un État arabe ou musulman central qui résistait, qui faisait honte à tous les collaborateurs et obligeait à cacher leur teint. All the collaborators, and they would have to hide their collaboration. Now, they feel with the fall of Syria, Ils estiment désormais qu'avec la chute de la Syrie, l'assassinat de Saïd Hassan Nasrallah et l'élimination de la plupart des dirigeants de la résistance palestinienne et libanaise, et, en réalité, avec le fait qu'il n'existe plus d'État arabe central comme l'Égypte, l'Irak ou la Syrie, capable de rivaliser avec ou de menacer le pouvoir de ses vassaux, ils peuvent agir publiquement. Même le Pakistan, comme nous l'avons vu, rejoint aujourd'hui ce club, ainsi que l'Indonésie. Ces pays n'auraient jamais osé faire une telle chose, aussi proches qu'ils aient pu être des États-Unis en tant que vassaux auparavant, à l'époque où des figures comme Gamal Abdel Nasser, Hafez el-Assad ou Bachar el-Assad existaient encore. Désormais, la scène est prête pour l'auto-humiliation publique de ces dirigeants musulmans et arabes. Self-humiliation in public for these Muslim and Arabic leaders. Je voulais me concentrer sur la Palestine, mais je reviendrai ensuite à la situation plus large dans la région.
Il y a eu beaucoup d'attention médiatique autour de ce soi-disant plan de paix proposé par Trump, et des projets ont circulé au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Si je ne me trompe pas, il pourrait y avoir un vote à ce sujet demain. Nous avons également vu des projets parallèles proposés conjointement par la Chine et la Russie, qui n'ont pas Trump et Blair comme Conseil de la paix, pour ainsi dire. Et ils ont déclaré que les forces internationales de stabilisation devraient rester directement sous l'autorité des Nations Unies pendant que la reconstruction à Gaza se poursuit. Mon impression personnelle est que, étant donné que Haaretz et d'autres médias israéliens ont rapporté que des ministres israéliens, Israël Katz, Bezalel Smotrich, Itamar Ben-Gvir, Gideon Sa'ar et d'autres, affirment qu'aucun État palestinien n'est possible, point final, et qu'ils ne permettront pas que cela se produise. Et compte tenu de l'influence du lobby aux États-Unis et dans une grande partie du monde occidental, j'ai le sentiment que tout cela n'est que du théâtre. C'est quelque chose que l'Occident fait au sein des Nations Unies parce qu'il ne peut pas désobéir à ses maîtres, liés à Tel Aviv et à l'ensemble du lobby sioniste. Quelle est votre lecture de cette couverture médiatique concernant le lobby des Nations Unies à propos, disons, du plan de paix Trump, entre guillemets? Oui, je veux dire, c'est une tentative de recolonisation, non pas au nom de la colonie sioniste, mais au nom de ses parrains impérialistes. Mais bien sûr, on peut débattre pour savoir qui est la queue du chien et qui est la tête du chien lorsqu'il s'agit du sionisme et de l'impérialisme en ce moment. Mais en mettant cela de côté un instant, ce sera la première fois depuis 1948 que si cela est approuvé, du moins par le Conseil de sécurité, nous revenons au mandat du colonialisme. La Société des Nations autorisant le colonialisme sous d'autres noms, et maintenant les Nations Unies faisant de même. Et bien sûr, le peuple palestinien résistera à tout occupant, quelle que soit sa religion, sa couleur ou son groupe linguistique. Ils ont résisté aux Britanniques, aux Ottomans et aux Croisés. Donc cela ne fera aucune différence. Maintenant, j'ai le sentiment que la Russie et la Chine ne resteront pas fidèles à cette proposition. Elles pourraient modifier certains éléments et supprimer l'idée d'une domination coloniale directe par Blair en tant que vice-roi de la puissance coloniale, mais elles l'approuveront très probablement malgré tout. Et cela montre les limites de l'engagement de la Russie et de la Chine sur la scène internationale dans cette prétendue nouvelle polarité. La Chine et la Russie ne semblent pas vouloir sauver qui que ce soit. D'accord? En fait, on a l'impression que ce que nous avons vu au cours des 2 dernières années, c'est que la Russie et la Chine ont pris plaisir à regarder l'Occident dépenser tout son pouvoir de propagande et épuiser sa puissance militaire et financière pour tuer des Palestiniens, des Arabes et des musulmans. Il semble heureux que l'Occident s'enfonce de plus en plus profondément dans l'abîme du génocide du peuple palestinien. Cela peut paraître une stratégie intelligente du point de vue des Chinois, désireux de continuer à accélérer leur progrès technologique et leur renforcement militaire, ou cela peut sembler avantageux pour les Russes, qui voient une partie de la pression se déplacer des lignes de front en Ukraine vers les champs de mort du monde arabe. Mais la vérité, c'est que s'il n'y avait pas aujourd'hui de peuple arabe en résistance, s'il n'y avait pas eu, depuis 35 ans, depuis l'effondrement de l'Union soviétique, de peuples palestiniens, arabes et musulmans en lutte, les hordes de l'Occident seraient déjà aux portes de Moscou et de Pékin. Ainsi, même d'un point de vue égoïste pour la Chine et la Russie, leur insistance à rester en dehors du combat dans le monde arabe, ou dans la Grande Syrie ou la Palestine, va en réalité se retourner contre elles. Le peuple palestinien a réussi à tenir les hordes à distance pendant 2 ans.
Mais peuvent-ils, s'attendre à vaincre l'Empire, la puissance combinée de l'Empire, ouvertement, si ces forces militaires descendent sur le terrain à Gaza? C'est une grande question. J'ai beaucoup d'espoir en mon peuple, mais les chances sont immenses, comme nous le voyons. Je pense qu'il y a un lien entre ce que vous avez dit dans la première partie et ce que vous venez de dire à propos des divisions au sein des États arabes, ce que vous avez essentiellement qualifié de collaborateurs avec les puissances coloniales occidentales dans la région. Et peut-être qu'il existe un lien entre cela et la Russie et la Chine. Il ne s'agit pas de les excuser pour leur manque d'action proactive, mais il pourrait y avoir un rapport avec l'affaiblissement du nationalisme arabe, à mesure que ces puissances ont décidé, une à une, de collaborer avec leurs maîtres occidentaux et ont cessé de voir un intérêt à investir dans la région. Je me demande si vous seriez d'accord avec cette façon de penser. Je me demande, étant donné que la Russie a investi en Syrie depuis 2013, qu'un des arguments avancés est que la Russie et la Chine ne voient pas d'État viable autour desquels elles pourraient construire la résistance. Bien sûr, cela affaiblit un peu, ou peut-être pas seulement un peu, l'immense et formidable résistance du peuple palestinien lui-même, ainsi que celle des populations au Liban. Mais il est également vrai qu'il n'y a pas suffisamment d'États forts, correspondant au grand jeu géopolitique, si l'on peut dire, dans lequel les grandes puissances ont tendance à intervenir. Je me demande ce que vous en pensez. Eh bien, il est bon de donner une petite leçon d'histoire de temps en temps, car cela fait maintenant 100 ans que le monde arabe tente de former une représentation politique arabe unifiée. Voici comment je peux le décrire. Avant la Première Guerre mondiale, si l'on regarde la répartition de la population dans le monde arabe, on trouve le Levant, la Grande Syrie, puis l'épine dorsale du Hedjaz et du Yémen qui s'étend vers le sud depuis la Grande Syrie. Il y a la vallée du Nil et les montagnes de l'Atlas dans le Grand Maroc ou le Maghreb, d'accord? Le reste, c'est le désert, peu peuplé. Et ce que l'Occident a fait, c'est venir et s'emparer de ces zones peu peuplées, comme celles qui sont aujourd'hui les pays du Golfe, et y créer de faux États qui possèdent tout le pétrole et le gaz, n'est-ce pas? Et toute opposition à la création de ces faux États, ou toute tentative d'unifier le peuple arabe, a été combattue avec la plus grande vigueur. Vous savez, Gamal Abdel Nasser et les efforts d'unification arabe, le parti Baas en Syrie, Muammar Kadhafi et son panafricanisme, et ainsi de suite. L'Occident a non seulement pu utiliser les ressources de ses États vassaux, les États du Golfe, dans l'effort visant à détruire toute unification arabe ou tout projet similaire, mais il a également tout mis en œuvre pour vaincre les tentatives de libération et d'unification du peuple arabe. De l'autre côté, même à l'apogée de l'ère soviétique, l'Union soviétique se méfiait de l'unification arabe. Elle s'en est toujours méfiée en raison de la géographie du monde arabe. Si les peuples arabes étaient unifiés, avec une grande population, un vaste territoire et d'importantes ressources, et qu'ils se trouvaient au centre du monde, là où se concentrent toutes les communications et les transports, alors les peuples arabes deviendraient logiquement la première puissance impériale. C'est donc la situation malheureuse, une sorte de malédiction géographique, que les peuples arabes ont subie par rapport à toutes les autres tentatives de décolonisation dans le monde. L'Union soviétique ne voulait pas que les Arabes s'unifient réellement. Elle acceptait que Gamal Abdel Nasser soit sur le point de vaincre les Israéliens, ou que la Syrie soit sur le point de les vaincre en 1973, mais elle n'acceptait pas qu'ils les battent effectivement, par crainte des conséquences. Même l'unification de la seule Égypte avec la grande région syrienne, sans même les champs pétrolifères du Golfe,
aurait suffi à créer un nouveau pôle échappant au contrôle aussi bien de l'Union soviétique que des États-Unis. That is out of control of either the Soviet Union or the United States. That was the curse that the Arabic people had to deal with. C'était la malédiction à laquelle le peuple arabe a dû faire face. Et aujourd'hui, en raison des échecs de l'Union soviétique dans sa lutte contre le monde capitaliste et des limites qu'elle s'est imposées dans sa solidarité avec des mouvements comme le mouvement d'unification arabe, nous voyons la Russie là où elle en est et le monde arabe là où il en est. Là où chaque voix progressiste, anticapitaliste et anti-impérialiste a été réduite au silence et leur pays écrasé. Les populations de ces pays ont été transformées en réfugiés internationaux, n'est-ce pas? Où soudainement, même les proportions démographiques dans le monde arabe sont en train de changer. Soudain, vous avez un pays qui n'a aucun moyen naturel de soutenir une population de 30 millions d'habitants, comme l'Arabie saoudite, un royaume de 30 millions de personnes, tandis que la Syrie, qui pourrait naturellement en soutenir environ 60 millions, compte désormais la moitié de sa population vivant à l'étranger comme réfugiés, et sa population totale est tombée à 18 millions. Il y a donc même un effort pour modifier la démographie du monde arabe, mené par les impérialistes. Expulsion massive des centres de population d'origine et fabrication ainsi que surpopulation des pays qu'ils contrôlent. C'est donc en quelque sorte une leçon d'histoire pour quiconque cherche à comprendre. Et je pense que la comparaison la plus proche que l'on puisse faire, même pour analyser cela, est ce qui est arrivé au peuple autochtone aux États-Unis. Je ne sais pas si les gens ont vu ou lu Killers of the Flower Moon, à propos des tribus autochtones d'Oklahoma qui se sont retrouvées assises sur tout ce pétrole et de la manière dont des brutes à la Epstein sont arrivées, ont drogué les gens, les ont enivrés et leur ont fait signer l'abandon de leurs droits d'extraction. C'est ce qui est arrivé à la famille Saoud, à la famille Tayan et aux autres familles qui dirigent le Golfe. Ces peuples autochtones d'origine qui ont été drogués et manipulés. Ce que nous voyons aujourd'hui, avec les dossiers Epstein révélant que Mohammed Ben Salman a envoyé une tante à Epstein, montre simplement que ces dirigeants de ces pays sont des pédophiles drogués et alcooliques, avec tant de vices qu'ils ne savent même pas lire l'arabe. La plupart ne peuvent même pas le parler couramment. Ils donnent l'impression d'être constamment sous l'emprise de drogue, et ils ont plusieurs gestionnaires qui contrôlent l'utilisation de leur argent, et ainsi de suite. Et c'est avec ces personnes que la Chine et la Russie décident maintenant de faire affaire. C'est, faute de meilleurs termes, pédophiles corrompus, avec tous ces intermédiaires sionistes derrière eux. Bien sûr, la Russie et la Chine n'en tireront pas grand-chose. Peu importe ce qu'elles pensent de ce qui se passe avec le mouvement de libération dans le monde arabe. Cela me rappelle, je lisais La guerre des 100 ans du professeur Rachid Khalidi. Je le relisais parce que je vais l'accueillir le 19. Il écrit sur l'histoire de cette période. Je veux dire, c'est une histoire sur 100 ans. Mais la première partie parle du rôle joué par le capital juif dans la colonisation de la Palestine par des communautés juives pendant l'entre-deux-guerres. Il donne des statistiques montrant que 4 fois le produit national brut de la population juive en Europe a été injecté en Palestine à cette époque pour peupler la région de colons occidentaux. Cela a préparé le terrain pour l'expulsion à grande échelle de la population autochtone entre 1936 et 1939, puis massivement pour la moitié d'entre eux en 1948. Et je vois des choses similaires aujourd'hui. Je veux dire, si ce soi-disant plan pour Gaza se concrétise, le capital occidental serait à nouveau utilisé pour repeupler complètement ces régions et fracturer le nationalisme arabe.
Je voulais poser une question de plus sur les termes de notre discussion concernant la lutte palestinienne à l'avenir, car les médias occidentaux se concentrent sur des épisodes insignifiants, ou même s'ils ne le sont pas, les termes du débat sont complètement erronés. Ils parlent de la démilitarisation du Hamas à un moment où la Palestine est en train d'être colonisée, ou des détails techniques du soi-disant Conseil de la paix, et de toutes ces choses, tandis que les véritables enjeux, la liberté palestinienne, la question des réfugiés, la création d'un État palestinien, ainsi que les prisonniers, sont ignorés. Adamir, une organisation palestinienne de défense des droits des prisonniers, a recalculé le nombre de prisonniers palestiniens détenus dans les cachots et chambres de torture israéliens, où il ne s'agit pas seulement de fractures de mâchoire, de pouces et de côtes, mais aussi de violences sexuelles et de toutes sortes de tortures. Ils ont calculé que 9200 Palestiniens ont été détenus dans ces chambres de torture. Et maintenant, la Knesset a décidé d'imposer la peine de mort à toute personne accusée d'être raciste envers Israël. Ces faits ont été complètement écartés, et à la place, on nous parle de tous ces détails bureaucratiques insignifiants. Alors, pour ceux d'entre nous qui évoluent dans l'espace alternatif, quelles devraient être certaines des conditions et des modalités? Quels sont les sujets dont nous devrions parler lorsque nous nous concentrons sur le mouvement pour la liberté palestinienne? Eh bien, évidemment, écoutez, ce qui est important, c'est la manière dont le pouvoir se manifeste. Tout ce qui est écrit, les mots, les discussions philosophiques, l'analyse de ce que tel ou tel pouvoir a dit, est en fin de compte sans importance lorsqu'on parle d'un mouvement de libération. Il faut regarder les actions et la mise en œuvre du pouvoir. Et jusqu'à présent, dans cette guerre de 100 ans, ou ce siècle d'humiliation des peuples arabes dans leur ensemble, les Palestiniens et les peuples arabes n'ont pas été vaincus. Même avec toutes ces choses déprimantes dont nous avons parlé, même avec la chute de la Syrie, il existe encore des peuples arabes vivants et des peuples musulmans vivants qui rejettent le colonialisme et la domination des puissances extérieures. Et comme nous l'avons vu, l'Empire a dépensé toute sa propagande et sa puissance militaire et n'a pas encore vaincu les Palestiniens. En réalité, le peuple palestinien a vaincu toute la machine impériale de propagande, une défaite retentissante sans précédent. L'ensemble de l'Occident se trouve désormais exposé aux yeux du monde, non seulement en ce qui concerne la Palestine, mais aussi pour chaque point de propagande qu'il nous a inculqué depuis 100 ans. C'est donc ici que nous, peuple en dehors de la Palestine, que nous soyons à l'intérieur du cœur impérial ou non, devons concentrer nos efforts. Il s'agit notamment de clarifier notre langage, car il existe désormais une conscience collective à l'échelle humaine mondiale de ce qu'est la Palestine, des crimes commis contre les Palestiniens et du problème que pose le sionisme et l'existence d'un État juif. Donc, lorsque nous parlons à ces masses déjà éclairées, d'accord, qui possèdent cette conscience collective, nous devons aussi reconnaître qu'elles ne disposent pas des informations de niveau doctorat que toi et moi pourrions avoir sur ces 100 années d'histoire, n'est-ce pas? Dans ce sens, nous devons créer des termes de propagande qui suscitent des réactions émotionnelles, des termes qui s'expliquent d'eux-mêmes sans nécessiter de longues explications. Par exemple, dans mon esprit, j'ai essayé, et j'essaie encore, de me programmer à utiliser le mot juif sadier, comme au lieu de croisé juif sadier, d'accord? Ou État juif, au lieu de croisade, et la colonie juif sadière. Pourquoi? Parce que lorsque nous utilisons le mot sionisme, même avec cette conscience collective qui a émergé après le génocide, ou pendant le génocide à Gaza, les gens ne comprennent toujours pas pleinement le terme sionisme. N'est-ce pas?
Mais quand je dis Jusader, c'est déjà compris. Il s'agit d'une occupation étrangère, une colonisation au nom d'objectifs religieux, et elle sera génocidaire et impliquera un nettoyage ethnique. Tout cela est contenu dans le mot. Il n'y a plus de débat à ce sujet. C'est une chose. L'autre chose que nous pouvons faire maintenant que nous sommes tous d'accord pour dire que le problème est la suprématie juive et ce concept d'un État ou d'une colonie juive, c'est d'examiner comment nous pouvons déloger le contrôle sioniste des gouvernements et des élites occidentales. Comment pouvons-nous le déloger? À mon avis, il n'y a que deux voies possibles. Soit nous reprenons le contrôle de l'État, ce qui exigerait de nous, en tant que non-juifs, de restreindre le pouvoir et la présence des organisations juives, puisque toutes les organisations juives officielles sont sionistes, ce qui serait autoritaire et conduirait la communauté juive, dans n'importe quel pays, à peut-être fuir vers la colonie sioniste, renforçant ainsi le processus colonial en Palestine. Et la seule autre voie possible est que ceux qui se disent juifs antisionistes assument sérieusement leurs responsabilités et se révoltent au sein des institutions juives et du temple juif. Jusqu'à présent, tous ces juifs antisionistes ont évité toute confrontation ou discussion interne. Nous voyons ces soi-disant juifs antisionistes s'adresser vers l'extérieur, au reste de l'humanité, aux populations majoritaires aux États-Unis, au Canada et ailleurs. Utonajtik jure une confrontation directe aux la propre Candy. Par conséquent, le contrôle sioniste des institutions juives est garanti. Il n'y a aucune menace à cela, d'accord? Et tant que c'est le cas, il n'y a aucun moyen pour toi et moi, non pas de convaincre les gouvernements, car les gouvernements le savent, mais de montrer que les gouvernements occidentaux ont tort de prétendre qu'ils soutiennent Israël au nom des populations juives du Canada, des États-Unis et du Royaume-Uni. Pour défendre la sécurité des Juifs au Canada et aux États-Unis, ils finissent par opprimer les Palestiniens, les Arabes, les musulmans et tous ceux qui les soutiennent, tant qu'il n'y a pas de véritable contestation au sein de la communauté juive. Nous devons donc pousser ces soi-disant juifs antisionistes à prendre leurs responsabilités au sérieux. Sinon, le résultat sera vraiment désastreux. Cette guerre a, et c'est déjà le cas, présenté les juifs dans l'ensemble en tant que groupe, comme un groupe oppresseur, ce qu'ils sont. Des Palestiniens sont tués par des Juifs autoproclamés. Ils ne se disent pas sionistes, ils ne se disent pas israéliens. Leur nationalité, sur leur carte d'identité, indique juif. L'État d'Israël se définit comme un État juif. La Knesset l'appelle la loi sur l'identité nationale juive. Et ils ne s'identifient pas comme israéliens ou sionistes, ils s'identifient comme juifs. C'est donc une chose. Et une manière de faire pression sur ces soi-disant juifs antisionistes est de rappeler à tout le monde que, depuis 100 ans, depuis le début de ce génocide, il n'y a pas eu une seule personne juive qui ait pris les armes pour défendre soit le judaïsme contre le sionisme, soit les victimes du sionisme ou de la suprématie juive. Pas une seule en plus de 100 ans. Pas un seul martyr. Pas un seul martyr juif. Nous avons eu des Rachel Corrie, des Tom Herndal et d'autres. Nous avons eu des chrétiens. Nous avons eu des Japonais, des Italiens, des Allemands. Des Noirs sont morts pour la Palestine ou ont pris les armes pour la Palestine. Mais nous n'avons pas eu un seul juif qui l'ait fait. Il n'y a pas de John Brown juif qui ait essayé de libérer les esclaves, ce qui a conduit à une guerre civile aux États-Unis, mettant fin à l'esclavage. Très bien. Où est ce John Brown juif qui prendrait les armes contre les sionistes et provoquerait une guerre civile juive mettant fin au projet sioniste ou à la suprématie juive sur la terre de Palestine? Il n'y en a pas. Si les gens veulent me dire, eh bien, c'est l'époque moderne, avec les armes et tout ça, d'accord. Où est l'Oscar Schindler juif? En 140 ans depuis la montée du sionisme, pas un seul juif n'a caché un Palestinien.
Nulle part en Palestine historique pour le protéger des sionistes. Pas un seul. Il y a eu des milliers d'Oskar Schindler, des milliers, qui ont aidé des Juifs à échapper à l'Holocauste. Des personnes de tous horizons, musulmans, chrétiens et laïcs en Europe, y compris des ambassadeurs du Pakistan et d'autres pays. De très nombreuses situations. Alors où est cet Oskar Schindler juif? Où est ce John Brown juif? S'il n'y en a pas, c'est pourquoi nous devons continuer à parler à ces Juifs antisionistes et essayer de les pousser à agir par la honte. S'il n'existe aujourd'hui aucun John Brown juif, ni aucun Oskar Schindler juif, cela signifie que les Juifs dans leur ensemble sont condamnables et que les Juifs dans leur ensemble sont responsables de cet holocauste que nous voyons. Parce que même avec 70 000 Allemands ayant pris les armes contre les nazis et ayant été martyrisés pour défendre les Juifs, même avec les milliers d'Oskar Schindler qui ont caché des Juifs pendant l'Holocauste, cela fait 80 ans. Et l'Allemagne paye encore des réparations. Ils n'ont pas été absous des crimes des nazis. Alors pourquoi les Juifs devraient-ils être traités différemment des Allemands dans cette situation? En réalité, vous savez, je pense que ce sont les seules voies possibles pour nous. Nous devons utiliser un langage clair lorsque nous nous adressons au grand public, créer de nouveaux mots codés qui ne nous obligent pas à leur faire des thèses de doctorat pour décrire ce qui se passe en Palestine, et accroître la pression, non pas sur les sionistes, mais sur les Juifs antisionistes, afin de les amener à agir pour mettre fin à la complicité de leur communauté dans ce génocide. Et quand vous parlez de Juifs antisionistes, pensez-vous aux Juifs américains ou à des personnes vivant en Israël? Tous. Ceux en Israël, je ne peux pas les qualifier d'antisionistes parce qu'ils sont en première ligne, n'est-ce pas? Et ils ne font rien. Ils ne cachent même pas un Palestinien, comme je l'ai dit. Et ceux en Occident, leurs communautés sont celles qu'on utilise comme justification pour l'Holocauste, n'est-ce pas? Le gouvernement américain ou canadien dit qu'il représente la voix du Juif américain, ou du Juif canadien, ou du Juif britannique. Au fait, un sondage est sorti il y a seulement quelques heures, plus tôt dans la journée, auprès de la population britannique, où 93% d'entre eux ont déclaré considérer Israël comme faisant partie de leur identité, et 90% ont affirmé soutenir Israël en tant qu'État juif. C'est un chiffre condamnable, et cela montre pourquoi il est problématique que les Juifs antisionistes en Occident ne s'adressent qu'à la population majoritaire et refusent de se remettre en question. Je veux dire, bon sang, il y a eu des milliers de Juifs qui ont pris les armes en Espagne pour combattre les fascistes. Vous savez, comment s'appelait-il déjà, le dictateur d'Espagne, Franco. Des milliers de Juifs ont pris les armes aux côtés de l'Union soviétique contre les nazis. Nord de la Syrie. Ceux qui, vous savez, se disent anarchistes, qui ont pris les armes aux côtés des Kurdes sous la bannière de la CIA. Et bien sûr, il y a au moins 10 millions de Juifs prêts à prendre les armes et à mourir pour maintenir la suprématie juive et le droit au génocide, au viol et au pillage. Mais nous ne voyons pas un seul Juif prêt à prendre les armes contre un autre Juif pour arrêter les génocides et les guerres commis en leur nom. Nous ne voyons pas un seul Juif prêt à mourir pour défendre le Palestinien. Ce sont de grandes interrogations. Qu'est-ce que ça signifie pour cette idée d'un judaïsme antisioniste s'il n'y a que des paroles et pas d'action? Comment puis-je, en tant que Palestinien, me justifier d'accepter que cela soit suffisant? Si j'accepte que le simple fait que quelques Juifs parlent des crimes du sionisme signifie que les Juifs sont absous,
cela reviendrait à croire en la suprématie juive. Parce que les Juifs eux-mêmes n'auraient rien accepté de moins que 70 000 martyrs allemands, des centaines de milliers de Schindler, 80 ans de réparation financière et des centaines de milliards de dollars qui continuent d'affluer. Et ils refusent toujours d'absoudre les Allemands. Donc, si j'absous les Juifs simplement parce que quelques-uns d'entre eux bavardent à la télévision pour essayer de me convaincre, moi et toi, que le sionisme n'est pas le judaïsme, alors j'ai déjà accepté la suprématie juive. Et c'est quelque chose que je ne ferai jamais. Que pensez-vous des sondages aux États-Unis qui indiquent un changement significatif dans l'opinion juive, en particulier parmi les jeunes de la communauté, concernant les actions de l'État israélien à propos du génocide, ainsi que de la montée de groupes comme Jewish Voice for Peace, qui a mobilisé des milliers de Juifs dans des villes comme New York et ailleurs aux États-Unis contre le génocide? Quelle est votre lecture de ces évolutions aux États-Unis? Eh bien, tous ces développements paraissent bien dérisoires lorsqu'on les compare à ce qui s'est passé au sein de la société allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Parce que, évidemment, au milieu de l'Holocauste, il y avait probablement plus d'Allemands anti-nazis qu'il n'y a aujourd'hui de Juifs antisionistes. D'accord. Donc je ferai toujours cette comparaison, car c'est la seule manière pour moi de juger si je dois accepter quelque chose. Vous savez, comme on dit, ce qui est bon pour l'un l'est pour l'autre. Et je n'accepterai rien de moins que ce que l'autre a eu, loi juive en l'occurrence. Voilà. C'est une chose. L'autre chose, c'est que si vous remarquez, encore une fois, on revient à la question de ces juifs antisionistes qui refusent de se battre au sein de leur propre communauté. Disons que ces actions de Jewish Voice for Peace ou d'Alternative Jewish Voices ou de toute autre organisation, quel que soit le pays, toutes les actions qu'ils ont menées l'ont été dans des espaces publics, des manifestations à Times Square, le blocage des moyens de subsistance d'Américains ordinaires, des manifestations dans le bureau d'un membre du Congrès, n'est-ce pas? Ils n'ont jamais manifesté dans un centre communautaire juif ou une synagogue. Ils ne sont jamais allés tenter d'occuper l'IPAC. Alors pourquoi? Pourquoi cela? Je veux dire, personnellement, je ne pense pas que tous ces dirigeants de ce soi-disant camp juif antisioniste soient stupides. Pour la plupart, je vois les médias alternatifs les présenter comme les personnes les plus éclairées et les plus intelligentes de la planète. Une autre illusion de suprématie juive. Mais ne restons pas bloqués là-dessus. Pourquoi des maîtres stratégiques aussi éclairés que Finkelstein, Chomsky, Blumenthal ou Maté n'appellent-ils jamais à une manifestation à l'intérieur d'une synagogue ou d'un centre communautaire juif? Pourquoi tous ces orateurs insistent-ils pour s'exprimer dans des espaces publics communs comme une université, une salle de conférence ou un théâtre, mais jamais à l'intérieur d'une synagogue ou d'un centre communautaire juif? Pourquoi ne s'adressent-ils pas vers l'intérieur? Ils prêchent pour toi et moi, qui ne sommes pas juifs. Qu'est-ce que le judaïsme? Ils essayent de nous convaincre, comme si nous allions nous convertir à cette version du judaïsme qu'ils présentent comme libératrice, anticolonialiste, anti-impérialiste. Pendant ce temps, ils ne veulent pas prêcher à leur propre communauté. Est-ce que cela a du sens? Bien sûr que non. Je ne pense pas qu'ils soient stupides. Donc ils font ce choix. Personnellement, après y avoir réfléchi, ils décident « Je ne vais pas mener ce combat. Je me fiche de ce que les Juifs pensent. Je veux que le reste du monde ait une meilleure opinion du judaïsme. » Mais en réalité, les actions du judaïsme n'ont pas changé. Il existe dans le monde une opinion sur la différence entre le sionisme et le judaïsme.
Mais qu'est-ce que le judaïsme en termes matériels? Comment se manifeste-t-il concrètement? Il se manifesterait, selon certains, par une suprématie juive, par un génocide, par la trahison, par la pédophilie. Toutes ces choses, c'est ainsi qu'il se manifesterait. Donc je pense qu'en un sens, jusqu'à présent, le camp antisioniste n'a réussi qu'une seule chose. Modérer notre colère envers les institutions juives en tant que non-juifs. C'est la seule chose qu'ils ont accomplie. Atténuer le feu en nous qui nous pousserait à nous lever et à manifester à l'intérieur d'une synagogue, n'est-ce pas? Donc je pense qu'au final, ces juifs antisionistes, parce qu'ils ont négligé leur devoir de lutter au sein de leur propre communauté, n'ont fait qu'adoucir et envelopper d'un langage libéral la fièvre révolutionnaire qui s'est répandue dans le monde alors que nous assistions à ce génocide. Ces voix juives antisionistes sont la seule raison pour laquelle nous n'avons pas vu de synagogues brûlées à travers le monde, ni d'institutions juives prises d'assaut par des foules en colère face à un génocide. D'une certaine manière, toutes ces voix juives antisionistes ont joué le rôle de gardiens de but, empêchant les gens de diriger leur colère contre ce qu'ils perçoivent désormais comme le véritable ennemi, à savoir les institutions juives. Je suis d'accord avec toi pour dire que l'idée selon laquelle 4 ou 5, ou peut-être 10, juifs antisionistes seraient la principale voie de la résistance est absolument absurde. Je veux dire, le principal front de la résistance, ce sont le peuple palestinien lui-même et les voix musulmanes. Tous ceux qui viennent de la région sont les principaux avant-gardes de la résistance. Et je pense que cela devrait être parfaitement clair. Je pense toutefois que, lorsque j'ai interviewé Aviva Chomsky, nous avons eu une discussion à ce sujet, et elle a dit que l'une des choses qui avait changé, c'est qu'auparavant, les juifs antisionistes ne parlaient pas à partir d'une identité juive. Leur position au sein de la communauté était en fait très marginale. Et elle parlait de son père, Chomsky lui-même, mais aussi de Finkelstein et d'autres que tu viens de mentionner. Mais elle a dit que cette fois, il semble y avoir quelque chose de différent. Nous voyons des rabbins comme Arthur Green, des rabbins comme Brian Rosen qui ont mobilisé plus d'1 millier de rabbins pour signer contre le génocide. Et nous avons effectivement vu des mobilisations dans les synagogues cette fois-ci. Bien que rien de ce que tu as dit ne soit faux. Que ce soit surtout, tu sais, Times Square et toutes ces places publiques et les campus universitaires qui ont été les espaces de mobilisation les plus importants. Ce n'est pas exclusivement juif. Je veux dire, nous avons vu le rôle joué par les Américains arabes. Ce sont eux qui ont été les principaux moteurs des manifestations sur les campus, pas la communauté juive. Mais, je pense que nous avons observé des changements à ce niveau. Et ma question précise pour vous serait, au sein de la classe des milliardaires, je ne suis pas sûr de la marge d'influence que les juifs ordinaires ont sur l'AIPAC, par exemple. Que signifie affronter l'AIPAC lorsqu'il est en réalité dominé par une classe de milliardaires suprémacistes? Voilà pour un aspect. Et sur le plan religieux, je pense qu'historiquement, ce que vous avez dit est plutôt juste, mais j'ai constaté un changement cette fois-ci, et je me demande ce que vous en pensez. Voici donc l'un des grands problèmes que nous essayons toujours d'éviter lorsque nous parlons des juifs antisionistes. Il y a des individus comme Chomsky, Finkelstein, Blumenthal ou Mati, qui probablement pendant la majeure partie de leur vie n'ont jamais mis les pieds dans un temple ou une synagogue et pourtant se disent laïcs. Mais en même temps, ils veulent se dire juifs. D'une certaine manière, ces soi-disant juifs laïcs réaffirment la racialisation. Ils ont fabriqué, enfin, vous savez, toute la science des races est une pseudo-science. La race n'existe pas. Mais ils créent une ethnicité ou une race juive. Comme s'il existait une lignée, une pureté du sang,
de sorte que Chomsky ou Finkelstein auraient une quantité de sang suffisante directement reliée à Moïse et aux Juifs cananéens originels. D'accord? Ce qui leur donnerait le droit de se dire juifs sans être religieux. Alors, voici quelque chose à propos de ces soi-disant juifs laïcs. Ils ont un choix devant eux. Soit ils arrêtent de se dire juifs. Point final. À mes yeux, à partir de maintenant, on ne peut pas, en tant que soi-disant juif laïque qui veut combattre le sionisme, se dire juif. Parce que si on le fait, on met en avant la moitié du problème. Cette idée qu'il existe une race juive, qu'ils ont une pureté de sang qui leur donnerait le droit de prendre la Palestine à ses habitants. Vous voyez, c'est l'un des principaux problèmes que nous, Palestiniens, essayons toujours d'éviter, simplement parce que cela dépasse l'entendement des gens. Mais c'est la vérité. Ils doivent soit cesser de se dire juifs, soit réadopter les pratiques religieuses, aller à la synagogue et débattre avec d'autres juifs de ce qu'est le judaïsme. Ne venez pas me dire ce qu'est le judaïsme, je ne suis pas juif. En fait, je m'en fiche de ce qu'est le judaïsme. D'accord? Voilà, c'est tout. L'autre chose, c'est ceci. Puis-je garder cette idée en tête un moment? Parce que je pense que le problème que j'ai avec cette façon de penser, c'est que nous avons déjà vu cela ailleurs. Par exemple, en Inde, lorsque vous appartenez à une caste supérieure, certaines personnes de cette communauté peuvent dire « Je n'ai pas de caste et je ne veux pas utiliser de nom de famille » et ainsi de suite. Mais le mouvement Dalit et ce qu'on appelle le mouvement Bahujan en Inde, le mouvement rebelle et affirmé venu d'en bas, dirait « Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas de caste parce que vous avez tous les privilèges. Même sans être membre de notre communauté, vous avez encore ce privilège de ne pas appartenir à la caste opprimée. » Dans de telles conditions, il est devenu extrêmement difficile de déclarer que l'on n'appartient pas à la caste supérieure. C'est un peu comme aux États-Unis, où il serait problématique pour une personne blanche de dire « je ne suis pas blanc ». De même, si des voix juives influentes, parce qu'elles ne sont pas religieuses, et moi pouvons discuter avec vous de la question de savoir si elles ont fait assez pour confronter leur propre communauté là-bas, je pense que je suis d'accord avec vous. Mais dire que, parce que je ne crois pas aux rituels religieux, je renierais simplement ma judéité pose en soi un problème, car la judéité est aussi une identité qui dépasse la religion, n'est-ce pas? D'accord. Donc je suis d'accord avec toi sur la première partie. Quand tu parles du système de caste et de la blancheur et du fait qu'on ne peut pas en sortir ainsi que du privilège et de la classe. Mais en réalité, Finkelstein ou Chomsky sont, tu sais, des blancs germano-slaves. Donc même s'ils disent « je ne suis pas juif », ils conserveront toujours leur blancheur. Ce qui est le véritable problème, non? Nous comprenons que le sionisme n'est qu'une ramification de la suprématie blanche, de l'impérialisme blanc et du colonialisme, avec des caractéristiques juives, et l'utilisation de la mythologie issue du judaïsme pour justifier cette suprématie blanche, n'est-ce pas? Donc ils peuvent nier être juifs parce que c'est une religion, mais ils ne pourront jamais échapper à leur blancheur. C'est vrai. Toi et moi, nous pouvons nous convertir à n'importe quelle autre religion. Par exemple, tu es indien et tu peux devenir chrétien, n'est-ce pas? Ou tu peux devenir musulman, ou zoroastrien, ou hindou, ou bouddhiste. Mais ta caste, elle, ne va pas changer. C'est bien ça? Oui? Tu vois la différence? Il y a une différence entre la caste, la religion et le code de couleur que nous avons, n'est-ce pas? Donc disons que tu es un Indien de haute caste et que tu te convertis au christianisme, tu ne seras toujours pas considéré comme blanc, même si ta famille vit au Royaume-Uni depuis 3 générations. D'accord. Mais Finkelstein, lui, peut même changer de nom, devenir George, et ça passera sans problème.
Et il ne va pas perdre ses privilèges, peut-être un peu, puisque désormais, le sommet de la suprématie blanche, c'est la suprématie blanche juive. C'est là que je ne suis pas d'accord avec toi sur ce point. Et quand on parle des juifs religieux antisionistes, il y a aussi une limite, parce qu'une grande majorité de ces juifs religieux antisionistes nous disent qu'ils sont contre la création d'un État juif pour le moment, parce que le Messie n'est pas encore venu pour le créer. Mais ils attendent le Messie, et quand le Messie viendra, ils seront prêts à participer au nettoyage ethnique des Palestiniens et à la création d'un État juif sur la terre de Palestine. Voilà un aspect. Et encore une fois, nous, en tant que Palestiniens, évitons d'en parler, parce que nous voulons que ces Juifs antisionistes, les Juifs religieux, se tiennent avec leurs habits religieux et brûlent le drapeau israélien. D'accord? Mais il y a une limite ici. Oublions cette limite théologique, et disons que nous acceptons de retarder l'Holocauste des Palestiniens jusqu'à la venue du Messie, parce que peut-être que le Messie est une invention et n'existe pas, n'est-ce pas? Peut-être que cela nous conviendrait. Mais ces Juifs religieux antisionistes refusent également de porter le combat auprès des organisations fêtières de la représentation juive. Ils ont donc leur propre synagogue, qui, soit dit en passant, sur environ 4330 synagogues aux États-Unis, seulement une trentaine sont non sionistes. Le pourcentage est donc inférieur à 0,1%. Mais disons qu'ils créent leur propre synagogue juive antisioniste. Eh bien, ils refusent de rejoindre les organisations fédératrices où ils pourraient débattre et se battre avec les sionistes pour le contrôle des organisations juives officielles. Voilà pour le premier point. Deuxièmement, la plupart de ces religieux antisionistes se déclarent pacifistes. Très bien, donc ils ne porteront jamais d'armes. D'accord, je peux l'accepter. Mais en tant qu'Indien, je suis sûr que vous vous souvenez qu'il y a beaucoup à faire sans porter d'armes. En utilisant des méthodes pacifistes qui mettent votre vie en danger et obligent votre ennemi à se comporter comme une bête, créant ainsi une fracture dans la société. Nous nous souvenons bien sûr de la grande marche du sel de Gandhi, lorsqu'il a dit aux travailleurs indiens de marcher vers une mort certaine, de garder les mains baissées, de se faire tirer dessus et de continuer à avancer jusqu'à briser la ligne et atteindre la mer pour faire du sel. Très bien. Alors montre-moi une marche juive vers le sel, une marche du sel. Puis-je voir des rabbins juifs marcher à l'intérieur de la Palestine occupée en direction du mur à Gaza, franchir le mur et permettre à l'aide d'entrer? Pouvons-nous voir ces rabbins juifs, les mains baissées, se faire tirer dessus par des suprémacistes juifs, morts? Sont-ils prêts à mourir pour la prétendue justice du Dieu du judaïsme? Ils affirment représenter la vérité du judaïsme. Montre-moi, es-tu prêt à mourir pour cette vérité, même si tu ne veux pas porter les armes? Et jusqu'à présent, il n'y en a aucun. Donc, tant que je ne verrai pas ces rabbins juifs marcher et accepter de se faire tirer dessus et tuer pour briser le siège au moins, ou pour cacher et protéger les Palestiniens en Cisjordanie qui se font lyncher, il n'y a pour moi aucun intérêt à me demander ce que signifie ce judaïsme religieux antisioniste. Parce que, dire la réalité de que le word veut rien dire. Cela ne veut rien dire. C'est beaucoup de paroles, mais cela ne veut rien dire. Et enfin, ici je veux dire ceci. Vous savez, regardez, même ces juifs religieux antisionistes sont prêts à se suicider plutôt que de servir dans l'armée israélienne. Nous en avons vu beaucoup. Chaque année, ils se jettent des immeubles dès que l'armée israélienne vient les emmener. Ils sont prêts à mourir, à se suicider, pour ne pas participer au génocide. Mais ils ne sont pas prêts à mourir pour arrêter le génocide. C'est un autre facteur choquant. Si vous êtes prêt à vous jeter du haut d'un immeuble pour ne pas servir dans l'armée israélienne,
Pourquoi ne pas simplement mettre une ceinture explosive et faire sauter une caserne sioniste ou quelque chose du genre? Vous allez mourir de toute façon. D'accord, ne mettez pas de ceinture explosive. Et si vous vous jetiez simplement devant un char? How about you just throw yourself in front of the tank? I think Why? I agree. Je pense que je suis d'accord sur le fait que si l'on place la barre aussi haut, alors oui, les Juifs antisionistes sont loin de ce qu'il faudrait faire, si c'est le critère que nous leur appliquons. Mais cela me fait aussi réfléchir. Peut-être que c'est différent pour toi et moi, parce que je ne suis pas complètement un étranger, mais je reste un tiers, plus éloigné que toi. Et je comprends la passion avec laquelle tu parles, parce que tu es bien plus directement concerné, et que tu es là-bas, beaucoup plus proche de l'endroit où se déroule l'expansion coloniale des colons. The scene of settler colonial expansion has been happening. But then I ask myself that Mais alors je me demande, est-ce que cela s'applique aussi à moi? Ou est-ce simplement parce que je ne suis pas juif que je peux m'asseoir devant mon ordinateur portable, parler de ces crimes et avoir l'impression d'en avoir fait assez? Tandis que pour un juif, la barre devient soudainement aller sur les lignes de front israéliennes et mourir en combattant ses propres soldats. Je ne suis pas non plus d'accord avec ton analogie entre le suicide et le fait de mourir en les combattant, car ceux qui essayent d'échapper à la participation à l'armée et finissent par se suicider, il y a des situations où la vie est terrible, peut-être qu'ils seraient même morts sur le champ de bataille. Donc peut-être qu'ils fuient, mais en ne confrontant pas l'armée, ils choisissent de vivre. Les enjeux sont bien moindres quand on ne va pas sur le champ de bataille pour combattre les FDI. Quand on essaie de fuir, quand on est en cavale, quand on refuse la conscription, encore une fois, on essaie d'échapper à la mort. Ce que je veux dire, c'est que je ne pense pas qu'échapper à la conscription ou au service militaire soit réellement une forme d'acceptation de la mort, comme on pourrait le comparer à un attentat suicide. Parce que ces personnes le font en réalité, soit par conviction que ce n'est pas un combat juste, ce qui, à mon avis, n'est généralement pas le cas, puisque la plupart des Israéliens qui refusent la conscription ne le font pas parce qu'ils pensent que la guerre est injuste, mais parce qu'ils ne veulent pas mourir sur le champ de bataille, ou qu'ils ne veulent pas traverser ce processus terrifiant. Donc il y a là une divergence. Et je me demande, cette exigence élevée s'applique-t-elle seulement aux Juifs antisionistes ou à chacun d'entre nous? D'accord, je vais répondre à la deuxième partie. Vous savez, ces Juifs antisionistes se suicident en signe de protestation. D'accord? Ce n'est pas comme s'ils fuyaient et tombaient soudainement d'une fenêtre. Cela se passe en Israël. Soi-disant des Juifs antisionistes dans les quartiers Haredim, pendant des manifestations contre la conscription, qui montent en haut d'un immeuble et se jettent dans le vide comme forme de protestation. Pas de fuite. Alors qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas suivi ça de près. Je suppose que c'est très très rare. J'ai raison? Ça arrive au moins une fois tous les 2 ans. D'accord? D'accord. Donc je ne dis pas que... Enfin, pour moi, il me suffirait qu'une fois tous les 2 ans, un juif antisioniste donne sa vie pour marquer un geste de protestation contre le génocide. Je veux dire, nous n'avons même pas eu un seul juif qui se soit immolé, qui se soit mis le feu pour protester contre le génocide. Nous avons vu des Blancs aux États-Unis, comme Adam Bushnell. Oui, nous avons même vu des Blancs faire cela pour protester contre la guerre du Vietnam. C'est donc là que se situe le critère, enfin, l'autre aspect de ce critère. C'est que, voyez-vous, je comprends parfaitement l'impérialisme et le capitalisme. Je sais que nous vivons dans un monde capitaliste et impérialiste. Je sais, par exemple, que, disons, le gouvernement indien est en partie responsable du génocide qui se déroule à Gaza, que ce soit en envoyant des armes, en achetant des armes aux sionistes,
ou en envoyant des travailleurs sous contrat dans la colonie sioniste pour combler le vide laissé par la classe ouvrière palestinienne. Il y a même des mercenaires indiens sur le terrain. Mais l'ensemble de l'Empire ne prétend pas qu'il commet un génocide contre les Palestiniens pour sauver l'Inde ou les Indiens. La raison déclarée et ouverte pour justifier le génocide du peuple palestinien, des Arabes et des musulmans en général, c'est le judaïsme, les Juifs et la sécurité des Juifs. C'est la justification officielle. Que je sois d'accord ou non, que les impérialistes utilisent et exploitent le judaïsme et le peuple juif, c'est un débat théorique. Mais le fait est que mon génocide n'est pas mené au nom de l'Inde, ni de la Russie, ni du Nigeria, ni du Royaume-Uni d'ailleurs, ni des États-Unis. Les États-Unis eux-mêmes disent « Je vais tuer chaque Palestinien, arabe et musulman qui se dresse sur le chemin d'Israël, l'État juif. » Cela ne dit pas « Je vais tous vous tuer si vous vous opposez à l'impérialisme et au capitalisme. » Il y a donc un certain niveau de responsabilité et de culpabilité qui les différencie. C'est l'épée et le bouclier dont les impérialistes et les capitalistes se servent pour commettre un génocide. L'épée, c'est le judaïsme, et le bouclier, c'est le judaïsme. Bon, alors maintenant, est-ce que cela absout les Indiens des crimes de l'État indien dans sa collaboration avec le génocide? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais est-ce que votre culpabilité en tant qu'Indien, la grande majorité des Indiens étant des opprimés et des misérables de la terre comme moi, est-elle aussi grande que la responsabilité d'un Juif assis à New York? Non. Non. Je ne peux pas comparer les deux. Je ne peux pas être en colère contre mes frères et sœurs indiens parce qu'ils ne ravivent pas l'héritage de Nehru et ne se lèvent pas pour le peuple palestinien. Je peux en être blessé, mais je connais la réalité en Inde. Les Indiens ne sont pas, personne n'est responsable de ma mort. Vous savez, 1,5 milliard de personnes peinent à trouver de la nourriture. Je ne peux pas leur reprocher ce que fait leur État. Alors que le peuple indien essaie à peine de mettre fin au fascisme en Inde même, au mouvement Hindutva. Et nous voyons les attaques se produire chaque jour. J'ai de la compassion pour mon peuple indien. Je connais les limites du mouvement indien pour l'anticolonialisme, l'anti-impérialisme, l'anticapitalisme. Mais ce n'est pas la même chose que de parler de la responsabilité des Juifs dans le monde entier. Je suis d'accord sur les différents niveaux de responsabilité. Je suis d'accord sur le point analytique à ce sujet. Je ne suis pas sûr que nous puissions nous accorder ou que vous puissiez définir où se situe exactement la limite, si c'est seulement suffisant lorsque l'on va en première ligne et qu'on meurt, ou non. Je pense que peut-être aucun de nous ne peut le faire, ou peut-être que vous avez une idée plus claire à ce sujet dans votre esprit. Nous allons en rester là. C'était une excellente conversation, et nous avons réussi à nous éloigner un peu de la géopolitique. Ou peut-être que nous ne nous en sommes pas vraiment éloignés, mais c'était une discussion fantastique. J'aime, je ne dirais même pas les désaccords, mais j'aime rechercher la clarté de la pensée. Et je ne cherche pas nécessairement à parler avec des gens qui pensent de la même manière. Ce fut un plaisir et un privilège de vous avoir parmi nous. Merci beaucoup pour votre temps. C'est un plaisir d'être avec vous. J'aime vraiment recevoir des questions approfondies et être mis au défi, car cela rend mes propres réflexions plus claires. Lorsque vous posez une question et que je dois développer une idée, je peux la relier encore davantage au public. Je pense que toute personne qui regardera cet épisode non seulement sera d'accord avec moi, je crois, mais appréciera aussi votre manière d'animer. La façon dont vous poussez à aller dans les détails de ces idées que d'autres auraient peut-être complètement évitées ou n'auraient pas su approfondir dans leurs moindres nuances.
Je suis donc vraiment heureux d'être sur votre podcast, l'Inde et la gauche mondiale, et j'espère vous revoir un jour. Your podcast, India, the Global Left, and hope to see you once more again. Of course. Bien sûr. Thank you so Merci much, beaucoup. everyone. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir. Bye. Hi, my name is Ayushman. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Mudyar Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Au cours des 2 dernières années, nous avons essayé de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Veuillez envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Et si vous ne le pouvez pas, ne vous en faites pas. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Finally, don't forget to hit the subscribe button.